Oui, je dis bien, si on se réfère aux prescriptions de la loi de finances de 2023, signée par les plus hautes autorités de notre pays, on a un total dépense de 36 000 milliards. Et dans la rubrique T2, dépenses de personnel, nous avons les 7,3 000 milliards. Donc si vous faites le ratio entre 7,3 divisé par 36 000, nous sommes autour de 20,2%. Donc c'est un ratio global, général, parce que dans le total dépenses de personnel, vous avez toute la géographie des charges de personnel du gouvernement. Maintenant, je ne voudrais pas passer beaucoup de temps sur ce ratio. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce ratio-là. Est-ce que c'est un ratio qu'il faut améliorer? Est-ce que c'est un ratio qu'il faut diminuer? Et je vous disais, pour améliorer ce ratio, il faudrait qu'on regarde deux choses. Soit la qualité de la masse salariale, et le deuxième élément, la quantité du nombre de fonctionnaires qui émargent dans les livres de l'État. M. Touré parlait de 14 000 à 15 000 contractuels. C'est l'équivalent. 14 000 contractuels. Le chiffre assez précis. Le chiffre, ça ne découle pas d'une acrobatie. C'est assez précis. 14 000 contractuels. Moi, je serais curieux de voir quelle est la source de ce document, mais qu'à cela ne tienne. Mais les sources, c'est la fonction publique. C'est la fonction publique. 14 000 contractuels 14 000 contractuels. Tournerait autour de 9 à 10% de la base du nombre total de fonctionnaires. Donc, un fonctionnaire sur 10 serait contractuel. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait qu'on regarde maintenant comment améliorer ce ratio. Et je disais bien que pour l'améliorer, on peut soit regarder le nombre de fonctionnaires ou en deuxième position, regarder la qualité de la dépense publique destinée au paiement des traitements et salaires, rentes et pensions de nos concitoyens qui sont les fonctionnaires, qui sont les agents de l'État. D'accord. Votre avis sur la question, en même temps vous allez réagir sur cette autre question. Quels sont les défis auxquels l'administration guinéenne fait face aujourd'hui? En fait, soumettons un peu à la discussion sur les deux leviers qu'il a sélectionnés et qui répète à l'envie depuis le début de cette émission. Il souhaiterait qu'on agisse soit sur le salaire, sur l'effectif ou sur la masse salariale. Il dit voilà les deux leviers importants pour pouvoir aboutir à une administration de qualité. Je ne suis pas totalement... la question n'est pas fermée là-dessus. Et ça dénote en réalité sa vision comptable de l'économie. En réalité, parce que quand on parle de réforme de l'administration, c'est un sujet qui va au-delà de la comptabilité des dépenses. Il faudrait penser l'État, penser l'administration, le repenser, le penser en fonction des priorités, des missions qui sont essentielles, qu'elle doit remplir au sein de la société. Quand nous avons une ambition qui est le développement, il faudrait que l'État s'appuie, le bras séculaire de l'État, c'est l'administration. Et l'administration a été toujours pensée comme étant un domaine dans lequel l'État pourvoit ce qu'on appelle ici à des emplois dits publics. Ça a été ça la fonction essentielle de l'administration pour remplir une mission essentielle qui est justement d'assurer ce qu'on appelle ici les services publics au sein du pays. Mais c'était un type d'administration qui daterait depuis tant d'années. Aujourd'hui, avec la conjoncture économique, avec les évolutions économiques, quand l'idée a été admise que l'État était incompétent d'un point de vue entrepreneurial sur l'économie, on a essayé de réduire la fonction de l'État à sa portion congrue. Ce sont les réformes de 1986, les réformes dites Mamouna, qui a divisé le nombre de fonctionnaires par deux. On est passé pratiquement de 100 000 fonctionnaires à 50 000, et sans pour autant mener cet exercice de fond qui consistait justement à redéfinir, disons, le périmètre pertinent de l'État, où l'État doit intervenir. Qu'est-ce que c'est que l'économie publique en Guinée? Qu'est-ce que c'est que l'économie? Parce que quand on parle d'administration de manière générale, nous prenons l'administration centrale, nous prenons l'administration locale, l'administration de la sécurité sociale, plus ce qu'on appelle ici le secteur paraéconomique. Quel est le périmètre pertinent de laquelle le périmètre d'intervention de l'État? Est-ce que les dépenses publiques doivent être consacrées uniquement à gérer les charges de personnel, ou bien penser l'avenir ou penser ce qu'on appelle ici les investissements de demain? Et ça, c'est la fonction essentielle d'une administration. Et je pense que c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui, justement. Et c'est ça l'objet de ce débat aujourd'hui, pour qu'on en parle. Quel est le design? Quel est le futur de cette administration? Comment on le pense? Comment faire en sorte, en réalité, de faire de cette administration une administration fortement digitalisée qui s'appuie ce qu'on appelle ici sur une simplification administrative, parce que c'est le nouvel ordre des thématiques aujourd'hui qui s'impose. Quel type d'administration que nous voulons?
pour pouvoir à la fois assurer le service public et être compétitif. Voilà le sujet. Alors, est-ce que vous êtes déjà d'accord avec moi que l'administration que nous avons aujourd'hui, c'est une administration de masse, pas une administration de résultats, qu'on a une pléthore de fonctionnaires et que les tâches ne sont pas suffisamment réparties? Non, je pense que votre réponse est assez définitive. Elle n'est pas... il faut le repasser au trébuchet de la réalité. Ce que vous appelez administration efficace, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si le ratio doit être, c'est-à-dire le nombre de fonctionnaires. D'accord ? Nous avons une situation qui est à l'œuvre, qui est forcément le produit, ce qu'on appelle d'un consensus pro-urbain, dans le cadre de la définition globale de nos politiques publiques. Le nombre de fonctionnaires concentrés à Conakry est très important par rapport à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, nous faisons face à ce qu'on appelle ici une désertification de l'administration. C'est un désert administratif. Le nombre de fonctionnaires à l'intérieur du pays, c'est très faible. Le nombre de policiers, le nombre de gendarmes, le nombre de médecins, le nombre de professeurs à l'intérieur du pays sont pratiquement insignifiants parce que tout le monde est concentré à Conakry. Nous avons les administrations centrales aussi qui sont hypertrophiées. D'aucuns parleraient de dégraisser le mammouth. Ce fut l'expression malheureuse de Claude Allègre quand il était ministre de l'Éducation en France et qu'il a demandé à ce qu'on puisse reformer l'administration centrale de l'éducation au profit quelque part des administrations qui étaient sur le terrain, qui étaient des professeurs en classe. Nous sommes devant ce défi majeur. Comment penser une administration qui est ce qu'on appelle la conséquence d'un arbitrage pro-urbain? Il faut redéployer les effectifs sur le terrain, enfin, de retrouver ce qu'on appelle ici l'administration partout. Parce que c'est le signe, quelque part, de la présence de l'État sur le territoire. Et ce constat a été fait, justement, lors de la retraite gouvernementale à l'intérieur du pays. La dernière retraite. Oui, la retraite gouvernementale à l'intérieur du pays, où ils ont fait plusieurs villes de l'intérieur du pays. Le constat global qui en est, en tout cas, ce sont les minutes des comptes rendus du Conseil interministériel, du Conseil des ministres. On a dit que le désert administratif était un véritable problème. Je pense que l'une des tâches de la redéfinition de l'État est aussi d'intégrer cette dynamique. Cette dynamique ne peut pas s'absoudre simplement dans la définition des effectifs ou de la masse salariale. C'est une question stratégique globale qu'il faudrait regarder au plus près, parce que les populations de l'intérieur du pays se constituent aussi des Guinéens à part entière. Premier élément. Deuxième élément, il faudrait intégrer les critères de la décentralisation. La décentralisation, nous vivons un processus de décentralisation depuis 1985. La décentralisation consiste justement à des transferts de compétences et des transferts de ressources. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le constat? Le constat est que plusieurs compétences sont transférées aux administrations locales sans transfert conséquent des ressources. C'est-à-dire la subsidiarité qui est la base du principe de transfert de compétences, cet appariement sélectif n'est pas respecté. Moi, je pense que donc, ce qui fait que le fait décentralisateur n'est pas respecté. Donc, si tu veux, non, vous aurez le temps de parole. Non, oui, monsieur Barry, vous aurez le temps de. Vous aurez le temps de parole. Allez-y. Justement, donc le ratio, le levier dont il parle, c'est un levier assez appauvri. C'est une vision appauvrie de l'histoire. De la réforme de la fonction publique. On ne peut pas résoudre la question de la fonction publique avec une vision comptable. Il faut une vision stratégique qui intègre ces véritables problèmes pour pouvoir mettre réellement à niveau notre administration. Je termine là-dessus. Voilà, M. Barry, vous avez votre temps de parole. Est-ce que l'un des problèmes n'est pas justement cette désertification au niveau de l'intérieur du pays? L'un des problèmes. Non, l'un des problèmes, c'est la vision comptable. Au fait, la rareté du nombre de fonctionnaires en dehors de la ville de Conakry, du Grand Conakry, la région de Bokeh, n'est pas tout à fait nouvelle. C'est une question qui date de 1985. Donner des chiffres. Aujourd'hui, donner des chiffres à l'appui, donner des ratios. On va le permettre de parler. Non, ce sont des déclarations à l'emporte-pièce. Oui, il a à peine commencé que vous l'interrompez. Oui. Voilà. Il a à peine commencé de parler. Donnez-nous le ratio. Il va développer son argumentation. Allez-y. Moi, je pense que la colère que vous avez un ministre de la fonction publique que vous pourriez appeler, vous pourriez lui exprimer toute cette colère-là, ce serait bien. Moi, je suis venu dans cette émission pour donner des opinions, des orientations qui pourraient nous aider à rééquilibrer cette répartition du nombre de fonctionnaires à l'intérieur du pays. Mais parlons techniquement. Vous prenez un cadre qui a 35 ans, qui a 36 ans, qui est bien formé, qui est rentré en Guinée, qui a étudié ici, vous le mutez à Mandiana, ou le mutez à Tougué, ou le mutez à Lola.
Mais dans quelles conditions il va arriver là-bas? Il n'a pas un hôpital là-bas, il n'a pas une route, il n'a pas Internet, il n'a pas accès à l'électricité. Donc ces conditions deviennent extrêmement importantes. Donc ce qui nous ramène à ce débat des infrastructures. Si on veut que les fonctionnaires aient le courage et la volonté d'aller à l'intérieur du pays, eh bien, il faudrait qu'on fasse des routes, il faudrait qu'on fasse des écoles à l'intérieur, il faudrait qu'il y ait la fibre optique à l'intérieur, il faudrait qu'il y ait un réseau de téléphonie à l'intérieur. Comme ça, le fonctionnaire qui est à Mamou ou qui est à Tougué ou qui est à Kintinya dans Sigiri, qu'il puisse se rendre utile et qu'il puisse rallier Conakry ou rester à l'intérieur. Parce que n'oubliez pas, le fonctionnaire, il ne va pas seul. Le fonctionnaire, il a une famille, il a des enfants, il a son père, il a sa mère. Donc il ne peut pas quitter Conakry comme ça. Là, je parle en faveur des fonctionnaires, ce qui est très bien. Maintenant, ce que moi j'attends des pouvoirs publics, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que, par exemple, qu'on ait des pôles administratifs dans chaque région. Par exemple, on pourrait dire la région de la Baie, on va mettre un pôle administratif. La région de Cancan, on va mettre un pôle administratif. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça implique? On va le faire. Est-ce que ça a un lien avec la fonction publique locale, par exemple? Oui, il a rapidement parlé de décentralisation. Je pense que c'est important de la qualité du déploiement du service public dans notre pays. Mais avant d'arriver à la décentralisation, c'est d'abord bien de comprendre c'est quoi l'administration locale, l'administration centrale et l'administration locale. C'est quoi, selon votre L'administration centrale, c'est elle qui est là, c'est elle qui est à Conakry, c'est les ministères, c'est la présidence, etc. Après, vous avez l'administration locale qui est déconcentrée au niveau de nos préfectures, de nos sous-préfectures, de nos régions. Et parallèlement, à côté, vous avez une administration décentralisée qui découle du processus électif, des élections communales, des élections de district, etc. Donc, pour que toute cette mayonnaise-là, elle attrape, il faudrait bien qu'il y ait une cohérence dans les choix de politique administrative, de sciences administratives, entre le central et le local d'abord. Je pense qu'on a vu tous les efforts récemment où tous les préfets ont été convoqués, invités à Conakry pour expliquer ce que le gouvernement a envie de faire. Maintenant, pour répondre à la question et m'arrêter là, si on veut revoir les critères de répartition des fonctionnaires sur le territoire national, eh bien, il y a des infrastructures qu'il faut mettre en place. Si vous mettez une route entre Conakry et Télémélé et que vous demandez à M. Touré d'aller faire 2 ans de détachement à Télémélé, mais il y a de fortes chances qu'il vous dise oui, parce qu'il y a une route, il y a du courant, il y a de l'eau, il y a un hôpital, il y a une école pour ses enfants, etc. etc. Monsieur Malik, rapidement avant qu'on ne passe à non, mais je ne sais pas. Bon, écoute, vous semblez on tient pour acquis que sa réflexion a beaucoup évolué, que les leviers sur lesquels il comptait appuyer la réforme de l'administration, masse salariale et effectif, ne sont plus opérationnalisables du compte tenu des enjeux, des défis, par ailleurs, auxquels l'administration doit répondre sur le plan, par exemple, sur le plan local. Comment répondre aux défis de la désertification administrative à l'intérieur du pays. Je suis heureux qu'il soit revenu à ces idées qui sont des idées simples, qui descendent un peu de la vision comptable de l'économie. Je souhaiterais que l'économie soit une affaire de ratios et que les ratios atteints, on aurait ce qu'on appelle l'administration la plus performante. Or, sur le terrain, il y a ce qu'on appelle une désertification totale, il y a manque de professeurs dans les écoles, il y a les campagnes qui n'ont plus d'hôpital, qu'ils ont des infrastructures construites grâce à l'aide des populations, mais que l'État n'arrive pas à envoyer des fonctionnaires sur le terrain. Il allègue l'argument selon lequel les infrastructures ne sont pas présentes. Et je pense que la part du sacrifice que chaque Guinéen doit consentir pour le développement, le sacerdoce qui est le service public est totalement excusé, parce que l'État ne serait pas assez responsable pour construire des infrastructures correspondantes. Je pense que cette idée relève quelque part d'une facilité langagière et que ça ne correspond pas en réalité à ce qu'on doit faire pour arriver à une administration performante et équilibrée sur les territoires. Pour arriver à ça, des mesures simples ont été prises. La prime de l'éloignement, par exemple, dans le système éducatif. L'obligation, par exemple, la prime de l'éloignement, par exemple. Cette prime de l'éloignement a permis quelque part, disons, de lutter conséquemment pour un certain nombre d'éloignements contre les méfaits de l'éloignement, le méfait de l'éloignement par rapport aux villes, d'accord, qui concentrent la plupart des infrastructures. Quel a été le résultat? Cette prime a été une des solutions qui a été prise en compte dans le cadre
de règlement de la crise scolaire que nous avons connue il y a 2 ans dans notre pays, où le défi était que l'État puisse donner 8 millions de francs aux fonctionnaires. Et cette prime qui a été proposée, paraît être une solution aujourd'hui pour pouvoir sédentariser davantage des fonctionnaires à l'intérieur du pays. Donc parlons encore de sédentarisation. Une fonction publique efficace, c'est une fonction publique qui est dynamique, c'est-à-dire que les déplacements, le changement de poste ou bien le refus, par exemple, qu'un fonctionnaire fasse 10 ans au même poste, sont des mesures préventives qu'il faudrait prendre pour ne pas que des habitudes s'installent. Parce que l'autre sujet majeur, c'est qu'il faut prévenir. Parce que c'est l'installation de ce qu'on appelle des féodalités. Des féodalités, c'est-à-dire des rentes de situation qui se créent du fait que les fonctionnaires sont sédentarisés à des postes. Le service public ne sera pas rendu. La corruption deviendra la règle. Donc, je pense que l'une des fonctions, quelque part, d'une administration moderne, justement, est de refuser la sédentarisation. Et lutter contre la sédentarisation suppose le redéploiement des effectifs à l'intérieur du pays. Voilà 2 solutions qu'on pourrait expérimenter. L'autre, c'est ce qu'on appelle ici la carotte, et l'autre, ce qu'on appelle ici le bâton. Alors, voilà. C'est ça l'État. Je vais rester avec vous. Quelle est aujourd'hui la politique budgétaire du personnel de l'État guinéen, des dépenses de personnel de l'État guinéen? La politique budgétaire des dépenses de personnel. La politique budgétaire des dépenses de personnel, il vient d'en donner ce qu'on appelle ici des caractéristiques majeures. Il vient de rappeler que la masse salariale, le paiement des salaires constitue un élément important de cette politique budgétaire. Le paiement des pensions, des cotisations, des pensions des retraités en constitue aussi un des éléments fondamentaux. Les primes, tout cela constitue cela. Et un des éléments importants aussi de cette politique budgétaire est de pouvoir faire ce qu'on appelle ici des politiques d'économie. Des politiques d'économie sur la masse salariale. Ces politiques d'économie ont été entreprises ces dernières années. J'ai salué avec intérêt les mesures qui ont été prises concernant le départ des fonctionnaires à la retraite, qui constitue ce qu'on appelle un élément important et sans précédent dans notre histoire moderne. Et cela aurait dû, la dividende politique de celle-ci aurait dû déboucher, c'est-à-dire sur une redéfinition des périmètres de l'État. Qu'est-ce que j'appelle redéfinition des périmètres? Et c'est ça la tâche majeure de la politique budgétaire. La tâche majeure de la politique budgétaire, ce n'est pas un exercice comptable, recettes et dépenses. La politique budgétaire, c'est de penser l'avenir. Penser l'avenir, ça voudrait dire, c'est rationaliser les dépenses dans le temps pour qu'on puisse en tirer ce qu'on appelle ici un bénéfice pour les prochaines générations. C'est ça le bénéfice majeur de la politique en termes de perspective. Et cela ne peut se matérialiser sans pour autant préciser à quoi sert l'État aujourd'hui. À quoi sert l'État et quelles sont les missions auxquelles l'État doit répondre. C'est cela que la politique budgétaire doit aujourd'hui adresser. Est-ce que nous mettons tous nos efforts sur ce qu'on appelle ici la défense, la sécurité, l'éducation, la santé, qui sont des sujets primordiaux pour notre stabilité et notre équilibre social et politique? Est-ce que nous faisons des choix de construction des infrastructures? Est-ce que le budget national a la taille nécessaire pour se lancer dans la construction des infrastructures? La construction d'une route, voilà ce qu'on appelle, il a donné les chiffres la dernière fois concernant la construction d'une route. On est 1 kilomètre de route, voilà ce qu'on appelle plus d'1 million de dollars. Plus d'1 million de dollars. Donc est-ce que c'est la tâche d'un budget national de s'attaquer à cette question précise? Voilà des questions aujourd'hui des questions stratégiques qui doivent être posées au-delà de la question précise, quelque part, disons, de la politique budgétaire de personnel, pour voir, parce que la politique budgétaire de personnel, je viens de vous le dire, c'est très simple, c'est le salaire, ce sont les pensions, mais au-delà de ça, il faut revenir, avec les marges de manœuvre qui existent actuellement, avec le départ de 12 000 fonctionnaires à la retraite, il faut repenser maintenant les missions de l'État. Et ça, c'est la tâche essentielle. Même question, la masse